Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-du6tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Salut Pierre. Salut Johan. Merci d'être venu nous voir ici à Biarritz. Un plaisir. Voilà, je souhaitais t'interviewer au niveau de notre podcast parce que pour moi tu incarnes le gestionnaire de camping geek par excellence. Oui, on peut, oui, on pourrait dire ça. Oui. Ouais. Voilà, c'est vrai que quand on était en contact pour refaire ton site internet, tu m'avais avoué que le soir, des fois, tu prenais un peu de temps pour aller checker le responsive d'un grand groupe bien connu qui est assez novateur sur sa stratégie web marketing. Est-ce que c'est vrai? Oui, enfin pas que d'un seul, plusieurs même. Je regarde un petit peu tout ce qui se fait. Oui, ça me dérange pas de regarder les autres. Je pense que c'est vachement intéressant et important. C'est pour ça que voilà, nous, on voulait t'interviewer là-dessus. Bon, déjà, voir un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours, parce qu'en effet, tu es un indépendant, même si tu as un nom de groupe qui est LDAPI, donc LDAPI Vacances. Ouais. C'est vrai que ça fait comme ça gros groupe, mais en fait, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens tout d'abord? J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis co-gérant donc, de 2 campings en Charente-Maritime. Et le groupe, en fait c'est familial, ça fait 3 générations qu'on fait ça dans la famille. Le grand-père qui a créé, qui avant avait une ferme, qui l'a transformée au fur et à mesure en camping. Ensuite ma mère a repris. Avec mon papa, ils ont repris donc l'affaire de mes grands-parents, ils ont développé, donc ça c'était pour le camping, la ferme, donc ils l'ont transformé progressivement. Ils ont racheté un bois à côté, qu'ils ont ensuite transformé en camping également. Bon, le nom n'est pas très original, c'est l'écureuil parce que c'est un bois où il y avait plein d'écureuils, donc ils ont pris ce nom-là. Okay. Ils l'ont transformé et puis après au fur et à mesure, mon frère qui est plus âgé que moi, qui a 11 ans de plus que moi, a pris la gestion de ce camping-là, du camping l'écureuil. Moi je faisais encore mes études à l'époque et quand j'ai fini mes études, ça coïncidait à peu près au moment où ma mère souhaitait partir à la retraite avec mon père et du coup elle a eu l'idée qu'on se réunisse. D'accord. Donc ça a créé LDAPI, ELDAPI pour Hélène David Pierre. D'accord. C'est pas commun parce que le prénom de ma maman s'écrit Hélène, E-L-A-I-N-E. Donc ça a donné LDAPI et c'est la réunion des deux et c'était à l'époque à peu près, ça devait être en 2010, où on a créé ça, où on est resté quelques années ensemble pour qu'ensuite elle parte à la retraite. Et c'était un peu cette période-là où ça commençait à émerger tous les gros groupes intégrés, alors soit en franchise, soit en groupe intégré, que ça commençait à exploser un petit peu dans tous les sens et se transformer. Et j'ai toujours aimé l'idée cette idée d'aspect de groupe. Et puis nous, on s'est réunis, c'était une histoire de synergie, puisque c'était dans la logique des choses. On mutualisait les budgets pour le marketing, on mutualisait les budgets pour les achats de mobil-home, d'infrastructures. Et ça nous permettait de faire un petit peu 2 thématiques au niveau des 2 campings, bon, même si elles ne sont pas extrêmement marquées, puisque les gens qui viennent chez nous, ils ont accès aux 2 campings pour le même prix. Ouais. Bon, on a un coin quand même plus animé et un coin plus calme dans la forêt. Donc voilà, mais les gens peuvent naviguer d'un camping à l'autre, accéder au parc aquatique des 2 campings pour le même prix, aux animations des 2, et voilà. Donc c'était dans la logique des choses. Ok, ouais, donc c'est vrai que vous avez été assez tôt à faire une marque ombrelle comme ça. C'est un sujet parce que beaucoup de gens... beaucoup de petits groupes se posent à chaque fois la question, est-ce que je communique sur le nom du camping? Est-ce que je communique sur la marque? Vous avez assez vite assumé LDAPI qui aujourd'hui a pris le dessus sur... On a même souvent la question au téléphone, mais il y en a d'autres en France, donc non, pas pour l'instant, peut-être un jour, mais non, pour l'instant il n'y en a pas d'autres en France, mais non, il faut créer une marque, une entité de marque. Et dessous viennent se mettre les campings. Il n'y a pas de problématique entre le fait d'avoir un nom de marque style groupe et des campings indépendants qui peuvent avoir aussi une identité forte. Ouais. Mais de ce que j'ai pu, moi, apercevoir depuis toutes ces années, c'est que les gens se réfèrent... Ce qui est important pour eux au départ, c'est plus la marque globale que les campings. Après, ils vont découvrir... à prendre le dessus sur... Après, la ferme et l'écureuil... C'est pas unique, c'est pas unique au niveau du nom déjà. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, c'est ça aussi la problématique qu'on peut rencontrer quand on a un indépendant, c'est que des campings L'Écureuil, tu en trouves partout en France. Donc comment tu vas te différencier? Le client va dire, ouais, j'étais au camping L'Écureuil, mais j'étais au camping L'Écureuil où? Lequel? Comment je vais le retrouver? Alors j'ai été chez tel groupe, on peut citer des marques, j'ai été chez Yellow, Sandaya, Sea Blue, Cap Fun, ces marques-là, elles ont un branding qui est hyper fort, et donc les gens s'en souviennent, et ensuite ils vont juste aller découvrir les campings qui sont dedans, mais ils se disent pas, j'ai été au camping Intel de chez... Voilà. Ça c'est sûr que c'est des vraies marques bien établies. D'ailleurs, on voit un Sandaya qui rachète la Dragonnière. Aujourd'hui, ils capitalisent encore plus sur Sandaya encore, même si donc ça peut cohabiter. Par contre, c'est vrai qu'il y a des plus petits groupes qui ont du mal à assumer cette marque parce que on dit que ça coûte beaucoup d'argent à développer une marque et à la faire connaître. Vous aujourd'hui, même à l'échelle de 2 campings, vous avez réussi à prendre le pas avec El Dapi, Ça coûte pas si cher que ça. Ouais, vous l'avez fait naturellement et finalement petit à petit les gens. Et aujourd'hui, vous avez fait tout ce qui est lié à ça, c'est-à-dire une mascotte, une identité de marque, un nom qui. C'est vrai que je pensais pas que c'était l'acronyme de vos prénoms, mais ça sonne vacances. Je sais pas pourquoi c'est fait Eldapi. Eldapi vacances, ouais. C'est assez. Je sais pas, c'est venu naturellement. On n'a pas. Je pense qu'après, là, ça va faire un peu cucu, mais quand c'est fait avec le cœur, entre guillemets, je pense que ça marche. Il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher des agences de marketing, avoir des budgets à des centaines de milliers d'euros pour faire une marque. Et voilà, il suffit d'avoir une idée et d'essayer d'aller à fond dedans. Et c'est pas si compliqué. Enfin, je n'ai pas considéré ça comme compliqué à l'époque, quoi. Et on va y venir parce que justement, toi, après, tu es quand même allé à fond au niveau du site portail. Et c'est ça le principal sujet du podcast, c'est voir comment toi, tu as apporté la tech. Enfin, c'est-à-dire, tu es allé assez loin dans la réflexion au niveau de ton web marketing. Et qu'est-ce que ça représente et quels sont les enjeux aujourd'hui, finalement, d'avoir quelque chose qui est assez poussé et qui s'approche justement des stratégies des groupes, pour ne pas les citer, par exemple Sandaya. Mais voilà, on va y venir. Juste par rapport à ton histoire, donc on a dit, si je résume, donc il y avait le camping La Ferme, donc camping de 1936, tu me disais? Alors, en 39, en fait, j'ai ramené la photo parce qu'après on ne me croit jamais. En fait, les premiers campeurs, c'était en 39. Bon, là, c'était pour la blague, c'est que la photo est vraie, l'année est vraie. C'est des cousins de la famille qui étaient venus camper à la ferme à l'époque. D'accord. Et c'est resté, la photo est restée. Donc après, bon, il y a eu tous les événements qu'on connaît, parce qu'après, il y a la guerre, tout ça qui se déclenche en septembre. Et puis après, il n'y a plus rien, l'occupation et tout. Mais après, donc c'est revenu et mon grand-père qui gérait la ferme a eu des petits soucis, incendies, choses comme ça sur des récoltes. Et au fur et à mesure, il a vu que c'était un business qui fonctionnait. Donc il a développé au fur et à mesure les toiles de tente. Après, il a commencé les bungalows. C'était un des premiers à faire une piscine dans le pays royannais, dans les campings. Tout le monde l'a pris pour un fou à l'époque. Bon, il avait raison. Et donc ça s'est développé au fur et à mesure. Puis ensuite, mes grands-parents sont partis à la retraite. Ma mère a pris la suite avec... mes parents ont pris la suite, ont continué à développer, et puis après ils ont racheté un bois, ils ont fait un autre camping, ils ont continué à développer, et on a repris la suite avec mon frère. Mais lui, ça faisait déjà un moment on a commencé à travailler dedans quand on était tout petit, on est tombé dans la marmite tout petit, 12, 13, 14 ans, on plaçait les gens dans le camping, on faisait les plannings, on dépannait, c'est la vie du camping. Tous les enfants de propriétaires de camping vont reconnaître ce que je dis. On a passé nos étés et notre enfance dans les campings. Et après, au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement. Mon frère qui est plus âgé, qui a repris la gestion du camping L'Écureuil pour soulager un peu mes parents. Et ensuite, moi, quand j'ai fini mes études, je les ai rejoints à plein temps, parce que j'étais en alternance, en BTS par alternance. À l'époque, il n'y avait pas de... Il y a un BTS HPA, mais nous, à l'époque, c'était MUC, Management des Unités Commerciales, ça n'avait rien à voir, mais en gros, ça permettait quand même d'avoir un bon aperçu. Et ensuite, mes parents ont voulu partir naturellement, eux aussi, à la retraite. Puis on était prêts, quoi. Enfin, ça faisait longtemps qu'on était prêts, mais là, on était plus que prêts, quoi. Oui, c'est sûr que vous étiez là depuis 12 ans. Et la chance que j'ai eue, je veux juste finir là-dessus, parce qu'on parlait des sites web et tout ça, la chance que j'ai eue, c'est que malgré le fait que ma maman, pour les réservations et tout ça, mais tout a pris, oui, clairement, avec sa méthode à elle, à l'ancienne, mais il y a encore des choses que j'utilise aujourd'hui, elle a eu aussi l'intelligence d'accepter que je teste des choses. Et l'AdWords, par exemple, parce qu'on va finir par en parler à un moment ou à un autre, l'AdWords, j'ai démarré assez tôt en 2008, parce qu'elle a accepté que je prenne une partie de son budget publicitaire, qui à l'époque, elle faisait ça sur des journaux gratuits, les parues vendues et tout ça, ou même des journaux payants. Elle a dit, vas-y, essaye. Et donc, elle m'a alloué un budget. Et quand elle a vu que
pour le tiers du budget publicitaire qu'elle allouait sur le papier, je lui remplissais le camping. L'année suivante, j'avais la totalité du budget D'accord. et là, c'est parti. Et c'est ce que tu me disais aussi, parce que au niveau des faits marquants dans les transmissions de camping comme celle-là, et puis là on voit que c'est vraiment quelque chose d'historique de génération en génération, c'est vrai que c'est vraiment le côté transmission et éducation dans le camping qui donne une vraie démarche qualité, et que vous avez, comme tu disais, t'es tombé dans la marmite quand tu étais jeune, et ça crée vraiment une vocation et une éducation de l'accueil de touristes. Et le côté aussi, après par contre dans la transmission, fait marquant, c'est le côté où souvent un peu il y a toujours l'ombre des parents qui restent et qui n'arrivent pas à partir et raccrocher, qui sont là tout le temps. Toi, ça n'a pas été le cas, parce que tu parles beaucoup de ta mère qui était une femme de poigne. Parce que c'est plus elle qui m'a appris. Ils avaient pas. Généralement, quand il y a 2 gestionnaires dans un terrain, on se répartit les tâches. On a tous des domaines dans lesquels on est plus à l'aise que d'autres, et c'est le cas aujourd'hui avec mon frère. On ne gère pas du tout la même partie tous les deux, mais c'est vrai que pour la partie réservation, commercialisation et tout ça, c'est plus... C'est moi qui le fais, mais c'est elle qui le faisait à l'époque. Mon père était aussi plus à l'extérieur. Elle m'a enseigné des choses que j'utilise encore aujourd'hui, et elle n'a pas eu de mal à lâcher. Mais je pense qu'elle n'a pas eu de mal à lâcher, tout simplement parce que mon frère, il a 11 ans de plus que moi. Et ça faisait bien longtemps qu'il était prêt, parce qu'il était plus âgé, il avait plus d'expérience, il avait déjà géré un des 2 campings en totale autonomie, donc il n'y avait même pas de question à se poser. Il y avait la question, il y avait moi, l'autre sujet c'était moi. Après, à partir du moment où tu as fait tes preuves pendant 2, 3, 4 années de suite, où tu fais le boulot et tu le fais correctement, c'est bon, quoi, elle a lâché. Mais après, il y a un côté aussi... occuper ses journées et voilà, quand tu as été... elle a trouvé à s'occuper à la retraite. Je me fais pas de soucis pour elle. Non, c'est pas le sujet. Elle a réussi à lâcher assez facilement. Je te dis pas que ça n'a pas été que ça n'a pas été dur, tout ça. Je suis pas avec elle au quotidien, mais non, elle ne vient pas nous voir pour savoir si le planning est bien rempli et si ça se passe bien et tout ça. Non, elle le voit. Si, je la surprends de temps en temps. Elle fait « Ah, t'as refait ton site internet ?» Si, elle le voit, elle me le dit. Elle me le dit. Mais... Oui, mais ça s'arrête là. Elle n'est pas intrusive. Elle n'est pas intrusive du tout. Et je pense pour elle, elle a fait le travail, entre guillemets, avec ses enfants il y a bien longtemps. Elle le sait. Parce qu'on a... Il y a des enfants de gestionnaires de camping aussi qui commencent sur le tard, c'est-à-dire qu'ils font leurs études, ils ne sont pas réellement dans le terrain, et puis ils font des études peut-être plus poussées, et ils arrivent, ils ont 24, 25 ans à la fin de leurs études où ils se mettent vraiment dedans. Nous, je te dis, dès qu'on était vraiment tout petit, on a touché à tout. Alors c'est ça aussi qui est important, c'est que moi j'ai tout fait. J'ai placé les gens dans les mobil-homes, comme gérer le planning des emplacements avec une gomme et un crayon de papier. Comme nettoyer les blocs sanitaires quand il y avait des filles au ménage qui étaient malades. La partie technique, ça c'est plus mon frère. J'avouerai que là-dessus, je suis nul. Vraiment nul. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu dis que vous êtes beaucoup complémentaires et que du coup, malgré ça, c'est beaucoup de métiers. Donc tu le sais, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de néo-gestionnaires qui un peu se rendent compte de l'ampleur du chantier. Et des fois, toi, tu parles beaucoup de ta mère parce que tu as l'air assez admiratif du travail et de t'imaginer qu'elle puisse tout agréger toute seule. Oui, à son époque, c'était assez fou. Elle avait des compétences en management qui étaient indéniables. Elle touchait un petit peu à tout, une vraie capitaine d'entreprise. Et c'est assez admirable le boulot qu'elle a accompli. Seule, il y avait mon père aussi. Mais le travail qu'elle a accompli à cette époque-là, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus mainstream d'avoir des femmes chefs d'entreprise. C'est plus dans les normes, entre guillemets, dans les codes. À l'époque, pas du tout. À l'époque, pas du tout. Et moi, je me souviens, j'étais petit encore, mais quand tu avais des entreprises qui arrivaient, des maçons, des machins et tout ça, et qu'elles devaient les driver, et qu'elles les drivaient, c'était quelque chose. Et même, c'est rigolo, parce que j'ai des gens qui, là, ont pris leur retraite il y a quelques années, que ce soit les entreprises d'électricité, entreprises de maçonnerie. Des mecs qui viennent te voir et qui disent « Ah, mais c'est ta mère qui m'a fait démarrer. » Donc, les mecs, aujourd'hui, ils partent à la retraite et ils ont eu des entreprises qui ont eu pignon sur rue, des belles boîtes, que ce soit en maçonnerie, en électricité et tout ça, sur le pays royannais. Bon, je ne citerai pas les noms et tout, mais c'est des sociétés qui ont été rachetées depuis. Mais c'est elle qui les a démarrées. Le mec a commencé, il venait avec sa mobilette et 2 gars pour bosser.
Et 40 ans plus tard, il revenait bosser en camping, sauf que quand il a porté le devis, il était en Mercedes. Donc, Ouais. bon, c'est pas tu vois, c'est pas l'idée de dire, voilà, la réussite, bon, la partie financière, c'est pas un aspect forcément de la réussite qui est important, mais tout ça pour dire que oui, elle a vraiment géré son truc, quoi. C'est admiratif. Et Hein. parce qu'à l'époque, la Palmyre, il n'y avait pas le zoo. Il fallait se projeter aussi sur le fait que dans cette forêt, on Ouais, puisse ouais. faire venir Puis la forêt, du alors tourisme, je quoi. connais plus l'année exactement, mais la forêt a brûlé. Enfin, il y a eu tout le domaine, enfin, autour de la Palmyre, Saint-Palais, tout ça, tout qui a brûlé, sachant qu'on a le même code postal. En fait, on a le pays royannais, tout ce qui est Saint-Palais, Royan, la Palmyre, tout ça. Mais au niveau des codes postaux, nous on a Saint-Augustin, donc 17570, ça regroupe Saint-Augustin, les Mattes, la Palmyre. La Palmyre qui est juste en gros, la Palmyre c'est les maths, mais c'est la banlieue chic. Hein. Okay. C'est juste ça, mais on est tous quasiment sur la même forêt domaniale et tout ça. Il y a une époque où ça a brûlé, c'était compliqué, oui. Non, ça a toujours attiré du monde, oui. Voilà. Mais c'était beaucoup plus, à l'époque c'était beaucoup plus simple. C'est vrai que maintenant ça s'est développé, c'est la folie. En plus avec l'arrivée du Club Med, tout ça, qui est... Pareil, il ne faut pas décrier, tu vois, comme je parlais tout à l'heure des grands groupes. Ouais. Le Club Med, il vient. Ça a apporté aussi... c'est génial. Une certaine notoriété. Le Club Med, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le Club Med ne se met pas n'importe où. S'il vient, c'est qu'on a une région qui est remarquable. C'est tout. Donc il faut en être fier. Oui, et puis ils ont une force de frappe et aujourd'hui ils ont un positionnement bien particulier sur pas un concurrent une pour les clientèle campings, et sur des tarifs. Enfin, en tout cas, c'est pas un concurrent pour mes campings, clairement. Non, clairement. Alors justement, donc au niveau de ton camping, on a dit, donc on a bien vu la marque LDAPI Vacances. Ton positionnement au niveau de tes clients, qu'est-ce qu'il est? Alors moi, je suis essentiellement sur une clientèle familiale. La moyenne d'âge des parents, c'est entre 35 et 45, les enfants entre 3 et 12. Toutes les infrastructures et la plupart des animations sont dédiées sur cette tranche d'âge-là, enfin pour cette catégorie-là. Donc voilà, c'est très familial. On a un côté sur le camping La Ferme qui est plus animé avec la scène de spectacle qui se trouve là-bas. Et la plus grosse partie des animations bruyantes se déroule là-bas, en sachant qu'on termine relativement tôt par rapport à certains campings. Peut-être qu'ils vont bondir, mais chez nous... 23h30, minuit, on s'arrête parce que on sait que les enfants, malgré tout, même si on est en vacances, ils ont besoin de sommeil. Pour avoir moi-même des enfants, je sais comment ça... Voilà. Sur ces âges-là, en tout cas. Sur le camping L'Écureuil, c'est un peu plus tranquille. Il est vraiment en pleine forêt, c'est très ombragé. C'est vraiment plus cosy. Mais voilà, le fait que les clients puissent passer d'un camping à l'autre, c'est pas dérangeant. Alors, c'est rigolo parce que j'ai des clients... qui vraiment, ils veulent pas aller au camping La Ferme, ils veulent aller à l'Écureuil. Et à contrario, j'ai vraiment les deux cas de figure. Et puis il y en a qui trouvent ça sympa d'être au calme et pouvoir aller aux animations et revenir. Et à contrario, il y en a d'autres, c'est trop ombragé, c'est soleil à fond, ils veulent bronzer. Donc ils restent plutôt sur le camping La Ferme parce que c'est plus... voilà. Et puis après, au niveau des services, c'est mutualisé. On a snack bar, supérette, restaurant, pizzeria. Puis après, les infrastructures comme la plupart des campings. Il y a 2 parcs aquatiques, ouais. Il y en a un sur le camping La Ferme et un sur le camping L'Écureuil. Il y a 300 mètres qui les séparent. C'est vrai que ça, c'est important sur le site internet et avec les vidéos qu'on fait aussi de bien informer les gens par rapport à ça. Donc, on est obligé d'être malin. On fait des vidéos en drone et tout ça pour vraiment expliquer la topographie des 2 campings et le fait qu'ils accèdent à tout. De positionnement, parce que c'est vrai que tu as une vraie complémentarité au niveau du positionnement entre les deux. Et ça permet aussi justement en fonction des besoins ça permet de toucher plus de monde, c'est tout. Voilà, ça permet de toucher plus de monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un une famille qui me demande de venir et qui a des ados, qui a que des ados, qui a pas d'enfants en bas âge et qui veut une discothèque, qui veut des choses comme ça, je leur dis non, allez chez un confrère parce que nous c'est pas notre truc, mais il en faut pour tout le monde et je pense que tu peux pas tout faire. Enfin, c'est compliqué de tout faire, ou alors il faudrait des terrains qui soient beaucoup plus grands, des 50, 60 hectares, hein, ça existe, hein, à plus de 1400, 1500 emplacements, où là, tu peux vraiment faire des zones avec des activités bien distinctes et vraiment pour contenter tout le monde. Mais nous, on est vraiment familial. C'est petit, c'est petit chez nous. Mais au moins, tu as 2 environnements. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fait avec les quartiers, avec les quartiers. Voilà, nous, on n'a pas fait les quartiers, on a fait les campings. Voilà. Un camping comme ça, un camping différent. C'est encore mieux parce que du coup, vous avez combien de parcelles et combien d'hectares? Si on fait les 2 campings réunis, ça fait 10 hectares, 400 emplacements. Sur le camping La Ferme, c'est là où c'est le plus gros, ça fait 300 places. Et le camping L'Écureuil, je te dis, c'est plus cosy, c'est une centaine d'emplacements. D'accord.
Alors du coup, les emplacements nus, ça devient compliqué. Enfin, on en a de moins en moins. Sur les 400 places, il doit nous rester une vingtaine d'emplacements de camping, caravaning pur. D'accord. C'est pas enfin, c'est pas une volonté vraiment de notre part. C'est qu'au fil des années, on s'est juste adapté à la demande. Ouais, Et d'accord. on a eu de plus en plus de demandes en mobil-home, de moins en moins en emplacement de camping. Le campeur est vraiment plus difficile à capter dans le sens où, par définition, il peut aller s'installer très rapidement où il veut. Ouais, Et on est rétro-littoral, on est à 4 ouais. km de la plage. Il y a de très beaux campings dans la région qui sont les pieds dans l'eau. Hmm. Et par définition, les campeurs ont plus tendance à aller chez eux en priorité que chez nous. Et nous, à contrario, étant un petit peu rétro-littoral, malgré le fait qu'on ait des prestations assez sympas, on a des tarifs qui sont beaucoup plus abordables que sur la côte. Ouais, Et du coup, en mobil-home, ça intéresse plus de gens, voilà, intéressant. parce on arrive à avoir des tarifs qui sont beaucoup plus concurrentiels. Donc, on a remplacé au fur et à mesure. Enfin, on a répondu à la demande, quoi. Ouais, On n'a rien ouais. fait d'extraordinaire. On a mis des mobil-homes parce qu'on n'avait jamais assez de mobil-homes pour contenter nos Hmm. clients. Donc, voilà. Et on est des propriétaires aussi, un petit peu de résidents qui ont leur propre mobil-home, propriétaires de mobil-home. Ça, c'est vrai que c'est étonnant parce que enfin, je me suis rendu compte, là, j'ai fait des vacances en camping-car, et en camping-car, t'as pas de voiture pour te déplacer, et ça a Mettre un été le scooter cas, derrière, ouais. hein? Mettre un scooter derrière un Ouais, camping-car, non, ouais. là c'est un Fiat Ducato aménagé, donc il n'y a pas la place de C'est mettre un vrai. scooter. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à 5 km en vélo, on l'a senti passer, surtout avec le petit Ah oui. dans le bagage. Donc c'est vrai Ouais, qu'il y a ouais. cette notion d'être vraiment bord de mer quand on est en emplacement. Mm. Et voilà, donc par rapport à ta topologie, c'est vrai que les gens disent, bon, est-ce que je vais mettre des emplacements, est-ce que je vais mettre des mobil-homes? Il y a vraiment chaque positionnement qui doit être aussi pensé par rapport à sa situation géographique et à Oui. son établissement. Ouais. Ah, mais il n'y a pas un camping qui est pareil que l'autre. Et ce qui Ouais. fonctionne chez moi ne fonctionnera pas chez un autre. Hmm. Et je connais certains gestionnaires qui, en ayant discuté avec eux, on parlait justement du remplacement des emplacements de camping par des locatifs. Et il m'a dit, mais t'es fou, moi jamais de la vie, je mets un Ouais. mobil-home sur tel et tel emplacement, qu'il a en première ligne vue mer. Jamais de la vie, je mets un Hmm. mobil-home. De l'ouverture à la fermeture, j'ai quelqu'un dessus, sur la place. Ouais, ouais. Pourquoi je Ah, vais m'embêter à mettre un mobil-home? alors qu'on voit des. Oui, oui, c'est vrai que moi je connais un camping de 500 placements à Bénodet, mais Mm. qui est vraiment. C'est un produit qui est Voilà. ultra convoité par les Allemands C'est- parce que c'est bord de mer, c'est vraiment dans un spot incroyable et ils vendent 60 euros la nuit en Mais parcelle. j'ai envie de te dire, le camping, même si ça s'est transformé, c'est l'hôtellerie de plein air, il y a tous les groupes qui se sont mis dedans, il y a beaucoup d'investissements, il y a eu une montée en gamme, oui, mais enfin, ça reste comme l'hôtellerie traditionnelle, il en faut pour tout le monde. Hmm. Il y a des gros budgets, il y a des petits budgets, il y a des gens qui veulent une prestation nature, il y a des gens qui veulent une prestation très animée. Hmm. Il faut arriver à contenter tout le monde, c'est la chance qu'on a, heureusement, qu'on ne Ouais, soit ouais. pas tous dans un carcan à faire la même chose, à vouloir Ouais. faire la même chose. Il faut arriver à te différencier, il faut réussir à contenter tout le monde. Et Ouais. nous enfin, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on est dans ce créneau-là et ça fonctionne plutôt bien, malgré tous les bouleversements qu'il y a pu avoir, Hmm. les chaînes qui sont montées et qui sont vraiment, alors j'ai pas de nom en tête, mais qui sont vraiment destinées à nature, écologie, Ouais. qu'avec des tentes lodge et des choses comme ça. Les autres chaînes qui sont ultra haut de gamme, avec les mobil-homes qui ne ressemblent plus à des mobil-homes, mais on dirait des chalets, Hmm. parce qu'ils mettent autant d'investissement sur la déco autour et sur le mobil-home que sur le prix du mobil-home en lui-même, et qui sont à 2 ou 3 fois le prix de ce que nous on propose. Hmm. Si ça contente des clients, tant mieux. Oui, 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 c'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie de se dire, ouais, camping, c'est camping. En fait, aujourd'hui, avoir une vraie stratégie de différenciation. J'ai jamais trop aimé le terme hôtel de plein air. Ouais, Bah, après, ça c'est peut-être parce que voilà, alors, je suis un peu encore à l'ancienne. Un ouais, camping, c'est un camping, quoi. ouais, ouais, mais par contre, il faut vraiment avoir son panache. C'est comme toute boîte qu'on crée, nous, si on crée une agence web, Mhm. ben, il faut avoir une différenciation, il faut être différent des autres. Oui, Et aujourd'hui, Nicolas Daillot nous le disait dans l'épisode du podcast, cultivons la différence, créant un positionnement ouais. vraiment particulier. Et toi, tu l'as bien assumé sur vraiment le côté famille à aussi petit budget, accessible, avec deux Mais positionnements parce que différents. voilà, il en faut tout. Regarde, surprend. On est très en retard, malgré tout ce qu'on peut dire. On est très en retard dans l'hôtellerie de plein air. Dans les campings, on est très en retard par rapport à l'hôtellerie traditionnelle. Mm. Que ça soit au niveau de l'offre, que ça soit au niveau de la diversité, que ça soit au niveau de la partie web aussi, hein, que ça soit Ouais.
les sites, que ce soit les méthodes pour réserver, les outils qu'on peut avoir, on est vraiment en retard encore, même si les groupes ont réussi à améliorer tout ça. Il y a des Formule 1, il y a des Hilton. Ouais. Ouais, Pourquoi il n'y aurait pas le Formule 1 du camping et le Hilton du camping? Ça me choque pas. Et il y a le camping de charme glamping à la campagne, en Airbnb, enfin Ouais, il y a des hôtels, des boutiques hôtels qui sont différenciants, même des gros groupes même des grands groupes comme, alors je sais plus le nom en tête, je connais le nom de l'hôtel, mais les Mama Shelter. Ouais. Mama Shelter, c'est une marque qui est vraiment clivante, différenciée de ce qui existe. C'est fait par ça appartient à un grand groupe d'hôtellerie, mais ils ont créé un produit dans leur groupe qui est complètement atypique par rapport à ce qu'ils font généralement. Et ça répond à un besoin et ça répond à une clientèle. Donc, il y a sûrement encore plein de concepts qui ne sont même pas créés, au même titre qu'il y a des startups qui créent des besoins. Tout à fait. Dans l'hôtellerie, il y a plein de choses à faire. C'est pour ça que c'est compliqué pour ceux qui rentrent dans le monde du camping, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des reconversions et qui rentrent dans le monde du camping et qui sont peut-être, un peu perdus. Ouais. Après, beaucoup ont en tout cas l'histoire et l'énergie qu'il faut, en tout cas quand on a l'énergie et qu'on y met les tripes, c'est là où ça marche. Ça marche. Mais comme tout, il faut y aller à fond avec du panache. Et par contre, c'est vrai ne pas toujours... ça c'est vrai que toi tu es un vieux de la vieille et moi je fais un peu aussi le vieux de la vieille. Des fois quand je dis que en 2015, 2017, on a vu les groupes vraiment intensifiés. Maintenant, ils font partie du paysage, mais en tout cas, il y a eu vraiment pour moi une accélération et un peu un complexe en disant il faut faire comme les autres, il faut faire comme les groupes, il faut du parc aquatique, toboggan, truc. Et qu'au final, aujourd'hui, on se rend compte que... Il faut être réaliste. Tout le monde, on se bat pas avec les mêmes armes. Oui, et puis en plus, ça sert à rien de faire comme tout le monde. Donc et ça sert à rien de faire comme tout le monde, oui. Et puis voilà. On joue pas avec les mêmes outils. Et hier, du coup, on discutait là-dessus. Tu disais que voilà, c'est un petit peu par là que tu as commencé le podcast. C'est le fait que voilà, tu trouvais que les groupes, au contraire, faisaient vraiment grandir et étaient vertueux. Voilà, et que par contre, toi, tu te battais pour être vraiment indépendant, pour le côté être autonome au niveau des outils et te maintenir à niveau par rapport au fait que finalement... les OTA viennent faire de l'intermédiation pour combler un manque de professionnalisme un petit peu des outils. Et toi, aujourd'hui, c'est vraiment te dire, non, je suis autonome là-dessus, quoi. Oui, il fonctionne uniquement parce que y a beaucoup de gestionnaires dans la profession qui font pas l'effort de commercialiser leur camping correctement. Et ils se disent, c'est pas grave, ils vont vendre pour moi. Oui, mais à quel prix ? Déjà, le premier prix, c'est une com qui est entre 15 et 20%. Enfin, 15 si vous avez de la chance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent ces coms-là aujourd'hui. C'est plutôt du 20 points. La chance qu'on a eue, mais je pense que la Fédé a bien aidé pour ça, c'est que Booking ne s'est pas introduit dans les campings comme ils se sont introduits dans l'hôtellerie traditionnelle. Mais il y a d'autres acteurs qui sont bien en place, qui permettent d'avoir de la visibilité. Alors, je dis pas, moi, je suis ouvert pour travailler avec tout le monde, entre guillemets, mais il y a des limites à pas franchir. Avoir 1 ou 2 produits en visibilité chez un OTA, c'est pas un mal en soi, puisque ça reste une visibilité. Après, rien ne vous oblige à donner tout votre stock à un OTA. Un OTA, c'est juste pour vous faire découvrir. Mais ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que c'est un peu trivial, mais ils vous mangent la laine sur le dos. C'est pas eux qui accueillent vos clients, c'est pas eux qui font le ménage dans le mobil-home, c'est pas eux qui font les réparations, c'est pas eux qui ont la relation client. Par contre, gardez bien en tête que un OTA qui vous envoie un client, ce n'est pas votre client, c'est son client. Il fera tout pour que ça reste son client. Et vous n'avez pas le droit de le démarcher, par exemple. Lire les petites lignes dans les contrats. Mais qu'est-ce qu'ils apportent, hormis un système de réservation, qu'est-ce qu'ils apportent réellement? Rien. Ils participent, sauf à ce que je me trompe, je peux toujours me tromper, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait d'avancées majeures dans le camping grâce à eux, que ce soit dans les infrastructures ou que ce soit sur les réseaux en ligne ou des choses comme ça. C'est pas des choses qu'ils partagent. Les groupes, à contrario, on sait que des gros groupes intégrés ou des gros groupes franchisés payent des développements astronomiques à des sociétés qui ont pignon sur rue et qui nous fournissent nos logiciels métiers. Ils payent des sommes astronomiques pour développer des outils qui n'existent pas dans l'HPA et que ces outils, quelques années après, mais c'est bien normal, nous, indépendants, nous sont accessibles
à un tarif dérisoire, parce qu'on n'aurait pas les moyens de toute façon, on n'aurait pas les moyens de payer ces développements-là. Donc, faut les différencier. Et puis, quelqu'un qui veut aller dans un groupe intégré ou une chaîne, c'est que le groupe ou la chaîne lui a plu et que la qualité du service et des prestations, voilà, ça leur a plu. Donc, ils ont toute légitimité à garder leurs clients. Et voilà. Mais d'ailleurs, on remarquera que j'ai pas vu beaucoup, voire pas du tout, chez les OTA de chaînes. J'ai pas vu de Yellow commercialisé, j'ai pas vu de Sandaya commercialisé, j'ai pas vu de chaînes comme ça être commercialisées par les OTA parce que c'est des gens qui sont intelligents, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'intérêt pour eux, que leur intérêt, c'était de commercialiser en direct et de vendre leur marque en direct. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est sûr, ça demande d'être au niveau. Toi, c'est vrai que ça a été, tu as été un des premiers sites en France à faire du coup du web service. Donc tu nous as sollicité pour ça. Tu avais sollicité aussi d'autres agences. Comment ça s'est passé? Quelle a été la jeunesse? C'était compliqué. Ça fait longtemps en fait que j'essaye de m'accrocher comme je peux à ce que font les gros, mais j'ai pas leur budget. Donc je suis obligé d'être astucieux ou alors de trouver les bons partenaires. J'avais fait des premières versions de mon site où en gros j'arrivais à remonter mes tarifs, mes dispos, mes promos en temps réel. Mais le problème c'est que c'était des widgets, donc il y avait des lenteurs pas possibles sur le site, c'était une catastrophe, donc on perdait les internautes assez rapidement. Ensuite, j'ai testé une autre version où là, du coup, c'était très rapide, mais parce qu'on trichait, on intégrait tout ce qui était tarification, promo et tout ça 24 heures à l'avance. On faisait un export sur un serveur, du coup, ça mettait tout à jour sur le site pendant la nuit. Et le lendemain, les gens pouvaient naviguer, c'était très fluide. Le problème, c'est qu'il y avait zéro flexibilité. Si dans la journée, j'avais un hébergement qui était complet, les gens ne comprenaient pas parce qu'ils avaient pu le réserver alors que c'était complet. Si je m'étais trompé sur un prix, j'avais 24 heures avant que ça soit re-uploadé. Hormis faire une synchronisation manuelle, c'était pas la bonne solution non plus. Et le défi, là, c'était d'allier le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire pouvoir avoir du côté client, qu'il ait l'impression que ça soit en temps réel, et nous, de notre côté, qu'on ait quand même une flexibilité pour pouvoir mettre tout ça à jour. Et on a réussi à le faire, mais c'était très, très compliqué très compliqué dans un budget raisonnable, parce qu'encore une fois, les groupes, eux, le font très facilement, mais parce qu'ils ont les équipes pour le faire et les budgets pour le faire. Mais là, on a réussi, je suis content, mais on a quelques sueurs froides, c'était compliqué à faire. Alors justement, pour remettre le cadre, quand on fait du site internet, donc surtout à l'heure du revenu management qui est de plus en plus ancré, que tout le monde devrait faire et que tout le monde devrait faire, voilà. Le web service, pour resituer, c'est soit on met la notion tarifaire sur un site internet avec des briques, donc des widgets que l'on va mettre sur les fiches produits par exemple ou dans la page tarif. Avant c'était même des grilles tarifaires avec un formulaire contact. Maintenant on a ces briques qui sont des briques externes, qui sont souvent des passerelles, donc pour pas les nommer, Secure Holiday ou easyzone qui sont les deux plus connus. Mais aujourd'hui, quelles sont les contraintes par rapport à ça? Justement, tu vas nous l'expliquer. Et puis après, voilà, reprendre un peu le cheminement sur comment tu es arrivé un petit peu à mettre ça en pratique. Les contraintes, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, on tombe dans un domaine qui est assez obscur. Sur la partie développement, codage et tout. Donc c'est la première fois, c'est pas mon premier site internet que je fais en refonte et tout, mais c'est la première fois où je me suis fait assister pour être sûr d'être bien compris sur ce que je souhaitais. Et arriver à faire remonter les tarifs dynamiquement, les promotions et tout ça en temps réel et qu'il n'y ait pas de lenteur, dit comme ça paraît simple, mais en fait c'est assez compliqué. Parce qu'il faut arriver à matcher justement avec nos fournisseurs de solutions de réservation en ligne. Et on est tous habitués à avoir la partie du tunnel réservation qui est chez, entre guillemets, je vais appeler l'opérateur, que ce soit chez Télis ou chez d'autres. On connaît tous ça, où on a la partie où on rentre dans le système de chez Télis directement pour la réservation et tout. Sauf que si vous voulez qu'avant ça, sur votre site, votre client puisse faire une sélection d'hébergement, une sélection de produits assez facilement, il faut malgré tout le développer, il faut l'intégrer. Et ça a été tout le défi en fait au départ, que les gens puissent filtrer en fonction de la catégorie d'hébergement qu'ils souhaitaient, du nombre de personnes qu'ils souhaitaient, et d'avoir tout de suite un prix, et de pouvoir faire un tri aussi par prix, ce qui
Ça paraît fou de parler de ça aujourd'hui, mais quand vous allez dans n'importe quel site e-commerce, on a tous le réflexe, vous cherchez un produit, vous cherchez une catégorie de produits, vous cherchez un produit. Un des premiers réflexes qu'on a tous, c'est de trier par prix. Et pourquoi ça ne serait pas la même chose sur votre camping, quoi. Donc, c'était un gros défi, mais ça a été relevé. Donc, oui, parce que justement, c'est vrai que quand on fait des filtres à facettes, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, quand on va sur Booking ou Airbnb, on a le système de mosaïque et de filtre, même sur e-commerce aujourd'hui, ce travail de filtre en amont et de lisibilité de l'offre est très important. Aujourd'hui, ils avaient fait un test comme quoi des sites e-commerce qui avaient un système de filtre performant convertissaient 3 fois plus qu'un site internet sur lequel il y avait moins de filtres ou qu'un filtre. Il y avait une étude là-dessus sur Amazon. Et c'est vrai qu'on est très habitué à, surtout quand il y a un pléthore d'offres, à d'abord avoir ces mosaïques, donc ces listings. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'en effet, quand on est avec du widget externe, on fait des filtres en fonction du nombre de chambres, du nombre de personnes, du nombre de mètres carrés, des options. Pas de géolocalisation, parce que c'est vrai que quand on n'est pas sur un petit groupe, forcément il n'y a qu'une géolocalisation. Ça va être la différence par contre par rapport à des listings avec une exhaustivité de l'offre. Mais par contre, on a toujours ce repère tarifaire. On voit aujourd'hui sur Booking où il y a même la petite vignette tarifaire qui remonte sur la Google Maps. Mais voilà, et c'est un repère au-delà aussi de savoir si c'est dans notre budget. Oui, après, même pour ceux qui n'ont pas 30 campings en France, qui ont juste 1, 2 ou 3 campings, ce qui est déjà énorme. Pour les gestionnaires, ils savent que déjà un camping, c'est énorme à gérer. Même pour eux, le fait d'avoir, bon là, parce qu'on parle du filtre à facettes, pouvoir filtrer les hébergements et tout ça, ce qui est important, c'est la contre-proposition aussi. Vous avez 2 campings, vous avez 3 campings, vous avez plusieurs thématiques. Que vous puissiez filtrer entre des établissements et que vous ayez une contre-proposition. Le client recherche, moi je sais que j'ai souvent le cas, le client recherche sur un des 2 campings une dispo, je ne l'ai plus, bah oui, mais c'est pas grave, j'ai une contre-proposition dans le camping d'à côté. Alors c'est peut-être pas immédiatement ce qu'il voulait, mais il y a de grandes chances qu'au final, ils le prennent quand même. Donc ça, c'est quand même super important de garder l'internaute et le client potentiel et de lui proposer, enfin voilà, la base de votre site, c'est de proposer des offres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre site, au départ, il n'est pas fait là pour vous faire des réservations. C'est votre système de réservation qui va opérer la réservation. Ça, c'est la finalité. Ce que vous devez avoir sur votre site, c'est une présentation de vos offres. Il faut que vos offres soient claires, il faut que vos offres soient facilement accessibles. Il faut que votre client il puisse faire le tri aussi facilement dans tout ce que vous avez à lui proposer et que vous puissiez l'orienter. Est-ce qu'il cherche une promo? Est-ce qu'il cherche du haut de gamme? Est-ce qu'il cherche pour 2, 4, 6, 8 personnes? Et tout ce qu'on a mis en place, ça permet de faciliter cette recherche pour le client. Et surtout que ça soit rapide. Et ça, j'ai tanné tout le monde. Premier objectif du site qui soit rapide, deuxième objectif du site qui soit rapide, troisième objectif du site qui soit rapide. Non, mais c'est important de le dire parce que tout ça, c'est bien, c'est très bien, il faut le faire. Mais il y a aussi ce sur quoi j'ai insisté au départ et que je ne voulais pas en démordre. Si aujourd'hui vous avez un site qui est lent, c'est une catastrophe. Vous êtes pénalisé par Google, vos internautes ne vont pas rester parce qu'ils ont pléthore d'offres ailleurs, et ils sont habitués que ça aille vite. Et ça, c'est très très important. Et là, on a le meilleur des deux mondes. Ça va vite pour l'affichage, ça va vite pour les résultats, ça va vite pour les filtres, parce qu'en gros, le client ne le voit pas, mais tout ce qu'il est en train de consulter, c'est déjà préchargé sur le site. Et que vous ayez 200 ou 500 utilisateurs en simultané, ça chargera pareil, quoi. Oui, parce que du coup, la différence, donc c'est pas des briques qui sont mis externes, donc il y a, d'un point de vue technique, on va collecter les informations à minuit, on ramène toutes les informations froides, tarifs, photos, tout ce qui est information fiche produit, et après, disponibilité, et après, en direct, ça va aller contrôler que les tarifs sont toujours valables et que la dispo est toujours d'actualité, et donc c'est des flux en code par rapport à des briques préfaites qui sont faites, donc forcément un travail plus abouti qui normalement était un peu réservé au groupe. Ça, donc du coup, comment tu avais fait pour y arriver alors? Pour tous mes anciens sites, quand j'ai fait, le travail a été quand même super long, parce que je crois que j'ai mis 1 an. 1 an à savoir ce que je voulais. À savoir ce que je voulais, non, je savais à peu près, mais
un an pour arriver à exprimer, formuler ce que je voulais réellement. Parce que j'avais un peu tout essayé, entre guillemets, sans arriver à obtenir le résultat qui me satisfaisait. Pour la première fois, du coup, j'ai fait une MOA. Moi, je suis très geek, je regarde un peu le code, j'ai quand même des notions, mais il a fallu être humble. Donc j'ai fait une maîtrise d'œuvre assistée. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est un développeur indépendant sur WordPress. Et du coup, avec qui j'ai discuté et qui est complètement neutre. C'est-à-dire qu'il a écouté ce que je voulais. Il m'a dit il m'a confirmé que c'était possible de le faire. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que du coup, tu vas m'aider? On va auditer plusieurs agences. Et il connaissait pas les budgets, hein. Il savait ce que je voulais, il avait le brief. On a fait les réunions avec plusieurs agences. Alors au début, c'était assez large, hein. J'ai contacté plein d'agences. Il y en a qui m'ont pas rappelé, il y en a, j'ai bien compris que c'était trop compliqué pour eux. Il y en a d'autres qui m'ont snobé carrément parce que je les intéressais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si demain vous avez un budget assez conséquent pour faire un site web, c'est pas parce que vous avez le budget que vous vous ferez pas snober par des agences qui ne travaillent qu'avec des grands comptes ou des grandes marques parce que le camping, ça se bine. c'est ça, c'est ça. On ne les citera pas, mais oui, il y a une agence qui m'a bien snobé parce que leur dernier client en date, c'était une grande entreprise de téléphonie et de services internet. Ils avaient refait leur portail et bref, donc en gros, je me suis fait snobber. Mais c'est pas grave, c'est bien, on apprend tous les jours. Et donc au final, après avoir fait une première sélection, il me restait 3 agences. Une avec qui j'avais déjà travaillé, enfin qui m'avait fait mon précédent site. J'avais Geektonic, enfin pas Geektonic à l'époque, mais Geektonic. Et une autre agence qui travaillait pour un groupe qui a quand même une vingtaine de campings, je crois, 20 ou 30 campings, donc agence aussi qui était solide. On a fait les rendez-vous, on a expliqué les briefs, et puis du coup, la personne qui m'assistait écoutait ce qu'on me racontait du coup pendant les rendez-vous, les Google Meet, et écouter ce qu'on m'expliquait sur la technologie que l'agence pensait utiliser, comment ils pensaient leur process pour arriver au résultat que je voulais. Et ensuite, il y a eu les récaps papier, et tout de suite, il m'a fait un classement. Il m'a dit, eux, c'est pas terrible, et c'est extrêmement cher. Eux, ils te prennent clairement pour... voilà. Paillettes. Voilà. Et eux, franchement, ça va, c'est cohérent. Il y a certains trucs que je n'aurais pas fait pareil, mais c'est cohérent. Là, tu peux y aller. En gros, on se moque pas de toi. On se moque pas de toi. Bon, je ne dirais pas à la fin que la chance que j'ai eue, c'est qu'en plus, l'agence qui avait la meilleure propos, c'était la moins chère. Mais bon, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Comme quoi, contrairement à ce que je pouvais penser, c'est parce que vous mettez un prix astronomique que vous avez forcément un service au top. Là, pour le coup, c'était le contraire. J'avais eu le meilleur service pour le meilleur prix. Donc, comme quoi, ça vaut le coup ça vaut le coup de se faire assister et d'accepter qu'on n'a pas toutes les compétences pour... Enfin, il y a un moment où on est limité techniquement. Moi, aujourd'hui, faire un site Internet, je sais le faire. Faire un site vitrine, je sais le faire. Commencer à rentrer dans du web service, de l'appel de base de données, de choses comme ça. Non, c'est plus... ça dépasse ce que je sais faire. Donc, c'était important de se faire aider. Et puis voilà. Et puis, autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous faites votre site, il est valable, allez, maximum 5 ans, mais vous faites votre site sort. Et c'est pas parce que votre site est sorti qu'il est fini. Tous les ans, faut repasser dessus. C'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Et vous penserez jamais à tout au démarrage. C'est comme quand vous faites une maison. Il y a toujours des choses qui vous sautent aux yeux après. Un site internet, c'est pareil. Vous avez pu le penser autant que vous voulez. Moi, j'ai passé quand même 1 an dessus. Une fois qu'il sort, il y a toujours des corrections, des améliorations à faire. Il faut trouver un partenaire qui est capable de vous les faire. Il faut un site qui est évolutif. Voilà. Après, pour modérer, c'est qu'au début, tu as fait le travail d'être un des premiers à le faire. Maintenant, c'est vrai que nous, tu vois, c'est quelque chose qu'on a répété sur plusieurs clients, mais c'est sûr que du fait que tu étais novateur là-dessus et que... c'était un vrai challenge pour vous. C'était d'ailleurs pour ça que nous, on l'a fait aussi à tarif très attractif. C'est que nous, forcément, après, on peut le répéter. Mais il y a des tarifs... voilà, non, mais quand je parle de tarifs, c'est le tarif le plus intéressant par rapport au travail qui était fourni. C'est qu'il faut se dire aussi qu'il y a des agences
qui sont dans l'abus. Il y a des agences qui vont vous facturer 2 à 3 fois le prix que ça vaut réellement. Et qui en plus vont pas faire un travail forcément plus qualitatif. Donc il y a un prix pour chaque chose. Quand le travail est bien fait, il faut qu'il soit rémunéré. C'est normal, parce que c'est beaucoup de taf aussi. Mais il faut bien faire attention, parce qu'il y a des gens qui sont clairement dans l'abus. Il y a des gens qui sont clairement dans l'abus. Et puis c'est vrai que voilà, le côté aussi économie d'échelle et d'être spécialiste, hein, comme Geektonic qui est très spécialisé sur les web services, maintenant a pu le répéter, et il y a peut-être moins le travail que tu as dû avoir d'aller tous les soirs à minuit checker quelle était la feature pour trier par prix décroissant, prix croissant, contre-proposition. Non, mais tout le monde va pas fouiller, tout le monde va pas fouiller dans le code des autres sites, mais non, mais c'était sympa parce que c'était un gros challenge pour tout le monde, pour moi, pour vous. C'était une belle réalisation et qui va encore évoluer. D'accord, bon, super pour ça. Donc au niveau, voilà, donc c'est vrai que ça c'est un enjeu que tu as d'être performant et d'avoir des outils en tout cas qui fonctionnent et qui ont une vraie fluidité et qui reprennent les standards et les codes justement des groupes et des OTA. Derrière, après, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ta stratégie? C'est vrai que toi tu fais du mailing, tu fais des ads. Qu'est-ce que tu relèverais comme un peu clé importante de ta stratégie? En fait, c'est comme ce que j'expliquais pour la mise à jour du site web, que c'est jamais fini. Tout ce qui est toute la partie commercialisation et marketing, c'est jamais fini non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année, où il n'y a pas un trimestre, où il n'y a pas un mois où il faut s'endormir. Parce que vos concurrents, ils ne s'endorment pas, eux. Eux, ils ont faim. Eux, les parts de marché veulent vous les croquer. Donc, encore plus entre les groupes, j'imagine, moi, c'est quelque chose qui me dépasse parce que je ne suis pas dans ce milieu-là. Entre gros groupes, ça doit être vraiment la guerre. Mais même entre les indépendants, il ne faut pas croire. C'est parce que votre voisin, vous entendez bien avec lui et qu'il a un camping et que vous êtes confrères que s'il ne peut pas vous manger des parts de marché, il ne va pas le faire. Non, mais c'est sain, c'est de bonne guerre. Il faut tout le temps essayer de se renouveler et de trouver des petites astuces. Donc, ça peut être des pop-ups sur le site pour essayer de récupérer les adresses mail des clients. Toi, tu fais ça, tu récupères avec des petits cadeaux, faire des petits cadeaux. Les hôtels, vous leur donnez votre adresse mail, ils sont capables de vous offrir un petit déj. Pourquoi moi je pourrais pas offrir les frais de dossier ou autre chose? Donc toi, tu as une pop-up, tu récupères l'adresse mail, notamment parce qu'on dit qu'il y a 1% des gens qui réservent, mais il y a 99% qui sont venus renifler ton site internet. Et toi, tu offres le dossier pour qu'il y ait plus d'adresses mail. Sur les mailings, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est qu'on m'a toujours dit, oui, la partie mailing et tout ça, il y a 1% des clients qui ouvrent les mails, nanana. En fait, ces choses-là, je les ai commencées sur, pas mon site précédent, mais je crois encore celui d'avant. Donc il y a peut-être 6 ans, 7 ans, 6-7 ans que j'ai commencé à faire ça. Et je l'ai fait pourquoi? Pour un simple constat. À l'époque, le webmaster me dit on va quand même mettre un encart newsletter. Les gens peuvent enregistrer leur adresse mail pour mettre leur newsletter. Et puis au bout d'un an d'exploitation, je vois qu'il y avait 3 mails. J'ai 3 clients qui avaient mis un mail pour la newsletter. Je dis mais les gens s'en foutent complètement, quoi. Ça ne sert à rien. Je dis alors comment je fais pour essayer de récupérer les adresses? Alors avant de commencer quand même à mettre les opt-in et tout ça pour récupérer les mails de gens qui visitaient sur le site, déjà je me suis dit la base, c'est de travailler ses clients. De travailler sa base client. Parce qu'en fait, la plus grande richesse qu'on a tous, c'est notre data, c'est notre base client. Donc j'ai fait un tri, j'ai segmenté qui étaient les couples, qui étaient les familles en bas âge, qui étaient les retraités. Parce que sur les ailes de saison, on a plus de retraités malgré tout, qui viennent pour la tranquillité et tout ça. Et je me suis dit, voilà, j'ai tous cette base-là, tous ces clients. En plus, ils me connaissent. Donc je vais travailler des mailings dédiés pour eux. Donc effectivement... je ne vais pas envoyer un emailing de Saint-Valentin pour une famille avec 4 enfants parce que je sais qu'ils auront moins de chances de venir que le couple qui est venu ou quand il y a un événement spécifique. Par exemple, les événements, je les ai mis sur le site. On va avoir le festival du cerf-volant sur les ailes de saison. Voilà, je sais que ça, c'est un événement qui plaît aux familles, donc je vais faire un mailing qui est dédié à ça, mais pour une cible bien particulière. Et là, bizarrement, le taux d'ouverture des mails... c'est passé de 1 à 33%. Bah oui, mais quand tu cibles, quand tu connais déjà, quand le client te connaît déjà, que tu cibles sur une offre qui lui correspond, tu as forcément plus de taux d'ouverture. Et après, d'une manière globalisée sur tous les mails, j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé quand même sur 2022 avant de venir. J'ai 7% de mon chiffre d'affaires qui vient de mes mailings. D'accord.
7%. Alors 7%, j'aime pas trop parler en chiffres purs, mais je préfère parler en pourcentage, parce que comme ça parle à tout le monde. Mais aujourd'hui, un camping qui a 40 places et qui fait 100 ou 150 000 euros de chiffre d'affaires, 7%, c'est pas neutre. Comme un camping qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7%, c'est pas neutre. Et dans tous les cas, le coût du mailing est insignifiant par rapport à ce que ça rapporte, entre guillemets. Et puis en plus, les clients sont contents, parce que quand tu leur fais ça touche au loisir, et donc c'est vrai qu'il y a des taux d'ouverture qui sont plus importants que... Quand ils te connaissent, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes une base de données ou une base client, les gens ne te connaissent ni d'Adam, ni Ève, et tu spams du mail, oui, tu auras 1%. Tu envoies un mailing à des clients déjà existants qui sont venus chez toi, ou à des clients qui vont remplir un formulaire sur ton site pour avoir un cadeau. Ça veut dire déjà qu'ils sont un peu intéressés par tes offres. Et voilà, et après, on peut faire un petit, sans tout dévoiler, mais on peut faire un petit storytelling, c'est-à-dire que par exemple, l'offre qu'on a sur les frais de dossier offerts, effectivement, le premier mail que reçoit le client, c'est son code promo pour avoir les frais de dossier offerts. Et puis après, il reçoit d'autres emails qui vont lui présenter le camping, qui vont lui présenter ce qu'il y a à faire autour du camping, les activités, un peu plus de photos, sans les spammer. Enfin, il ne faut pas envoyer 2 mails par jour. Il faut envoyer un premier mail, ensuite vous attendez 3-4 jours, un autre mail, en espérant que le client, du coup, il se souvienne de vous et au final, il réserve. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même assez rare que le client arrive sur votre site, réserve directement et puis basta. Généralement, il vient et puis il va voir les concurrents qui sont autour. C'est normal. Sauf que pendant sa semaine, ou ces 2 semaines où il doit prendre sa décision, vous avez fait le boulot de faire des petites piqûres de rappel. On est là. Vous êtes venu chez nous. Vous avez regardé notre site. Revenez voir. Et voilà. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Mais je trouve que 7% globalisé, c'est... important. Oui, c'est ce qu'on appelle le nurturing. C'est réchauffer la personne, l'entretenir. Et aujourd'hui, c'est ça. Il y a 7 points de contact avant une résa. Et en tout cas, il faut les favoriser. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui font des stratégies aussi poussées que toi, notamment sur ça, parce qu'il faut avoir cette créativité, il faut avoir les outils et être accompagné. J'ai rien inventé, c'est ce que les gros ils font. Si j'ai eu l'idée de faire ça, c'est qu'on me l'a fait à moi. C'est que moi aussi, on m'a renvoyé des mails et tout ça. Donc j'ai juste repris les idées de gens qui étaient plus intelligents que moi. J'ai essayé de les adapter pour que ça marche. Mais et puis en fait, il faut essayer de rien négliger. Enfin, chaque chose est importante. Toutes les petites stratégies que vous pouvez mettre en place, chaque mail que vous allez récupérer en plus, chaque contact que vous allez avoir en plus, ça peut être une raison en plus. Et tout ça cumulé, voilà. Ça, au final, ça fonctionne pas trop mal parce qu'on accumule plein de petites choses qui font que ça marche et on essaye d'être attentif à tous les détails. Ok. Et après, donc, dernière stratégie, toi, tu fais pas mal de dates aussi Les dates, comme j'ai expliqué, oui, j'ai commencé en 2008. Au final, j'ai fait toute la commercialisation parce que c'était beaucoup plus rentable que le papier. Alors après, à l'époque, les CPC n'étaient pas les mêmes, il n'y avait pas de concurrence. Beaucoup moins de clic, Oui, les coûts par clic, pardon. Les coûts par clic n'étaient pas les mêmes, il y avait beaucoup moins de concurrence, c'était plus simple. Après, je me suis formé un petit peu, j'ai passé les premières certifications Google. Quand c'est sorti, alors il y a les certifications agences et individuelles. J'ai fait les certifs individuels juste pour me rassurer sur le fait que j'étais capable de gérer les campagnes. Puis après, le budget AdWords a augmenté avec le chiffre d'affaires du camping, ce qui est logique. Au final, aujourd'hui, on peut démarrer. C'est raisonnable. On peut se dire raisonnablement que quelqu'un qui n'a jamais fait d'AdWords, il peut lâcher 5% de son chiffre d'affaires annuel pour démarrer. Si ça marche, il va jusqu'à 10%. Et avec les frais de gestion d'agence, il sera toujours moins cher qu'un ETA qui va vous prendre 15 à 20%. Et en plus, qui va vous faire de la rétention de clientèle. Parce que le plus important, ce n'est pas tellement ça. Ce n'est pas le fait de dépenser 5 à 10% en ads. C'est surtout de récupérer une base client. C'est le plus précieux. Parce que le client, c'est vos clients. C'est vos clients. Vous payez pour faire une annonce. Le client vient chez vous. Ça vous coûte moins cher que si vous étiez passé chez un OTA. Ça vous coûte moins cher. Et en plus, c'est votre client. C'est pas le client de l'OTA. Oui, après, s'il vient 2-3 fois, ça divise les coûts d'acquisition d'autant plus. Pour reparler des mailings, vous inquiétez pas que les clients qui sont venus chez vous, dans votre camping. L'OTA, il va s'en charger de lui envoyer des mails. Lui, il n'y a pas de problème. Il sait faire. Lui, il va le faire. Il offre quoi, 80% sur N+1 c'est ça, mais il va trouver. Il va trouver quelque chose. Mais il va la retravailler, sa base. Il n'y a pas de souci. Ça ne faut pas s'inquiéter pour lui. C'est pour ça que c'est important que ce soit vos clients et que vous commercialisez en direct. Et c'est à la portée de tout le monde. Il y a des clients pour tout le monde. Et Google AdWords, enfin Google en général, c'est pour ça que c'est génial, contrairement aux pubs qu'il peut y avoir en display sur Facebook et tout ça, où vous allez agresser un client qui est en train de naviguer
cliquer sur sa page Facebook, il n'a pas forcément envie d'avoir de la pub, c'est pas ce qu'il recherche. Les ads et Google, c'est le client fait une recherche, il a un besoin, il recherche quelque chose précisément. Votre boulot, c'est de répondre au mieux aux besoins. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails de quality score, les pages et tout ça, mais en gros, il faut dans sa répondre. démarche, il est chaud, quoi. Il est chaud, il veut rechercher quelque chose. La seule chose que vous avez à faire, c'est répondre à son besoin. Donc, si vous avez la réponse à son besoin, ça va marcher, c'est tout. C'est pas sur son chemin avec des AdWords sur la page de résultats de recherche. Et c'est très simple à mettre en place. Et là, on en parle. Et dans 10 minutes, vous pouvez être en première page de Google, en première position, ce qui va vous mettre des années en référencement naturel. Oui, et toi, par contre, tu as décidé maintenant de sous-traiter cette partie. Je me fais vieux. Non, mais on peut pas tout faire. Et puis, il y a un moment où il faut avouer, entre guillemets, ses limites. Je me concentre sur d'autres choses. Je sais que c'est bien géré, c'est délégué et c'est bien géré, même si je suis quasiment tous les jours en relation avec le gestionnaire bon, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, je l'embête. Je suis les campagnes et tout ça, mais je sais que c'est bien géré. Et oui, j'ai délégué parce que, comme pour la partie technique sur mon site, il y a un moment, c'est pas mon métier. Donc, j'ai bien aimé le faire, mais c'est pas mon métier. Bon, aujourd'hui, je laisse ça à des gens dont c'est le métier et qui, au final, le font mieux que moi. J'ai pas de honte à le dire, c'est pas grave. Tant que c'est bien géré, moi, ça me dérange pas que ce soit pas moi qui le fasse. Oui, tu parlais aussi sur le côté après, derrière, conversion et thermomètre, un petit peu de l'aspect ads que derrière on pouvait nous analyser, parce qu'ici c'est Anthony qui gère les ads et c'est Pamela qui derrière voit au niveau des indicateurs qui sont renvoyés par la régie Google AdWords pour derrière améliorer les taux de conversion sur ton site internet et améliorer encore le site web. Donc, et encore une fois là-dessus, il faut être humble parce que moi j'avais mis des choses en place avant que ça soit repris par l'agence. Et comme j'ai dit à Anthony, si j'ai fait des erreurs, on corrige mes erreurs, mais j'ai aucun mal à dire j'ai fait des erreurs. Et comme j'ai dit à Pamela qui a fait un audit plus sur la partie juste data, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, comme je leur ai dit, c'est le client qui est roi et c'est la data qui est maître. Si je pense quelque chose, mais qui est démontré par A plus B, que la data me dit le contraire, j'ai tort, c'est tout, on fait le contraire. Il ne faut pas aller chercher plus loin, en fait. Il ne faut pas s'entêter. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est les clients qui vont sur ton site qui ont la vérité et c'est les données qui remontent et la data qui remonte qu'il faut suivre, en fait. C'est aussi simple que ça. Ok. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Pierre, par rapport à ta stratégie, un petit mot de la fin Non, un conseil, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se lancent, qui sont un peu perdus, ou qui sont un peu têtus, ou qui ne savent pas où aller. Si vous partez de rien, faites un site simple, accessible, surtout mobile first. Pensez mobile avant tout. Il faut que ça soit propre aussi sur une version desktop, mais pensez mobile, parce que 80% des visiteurs, ils vont d'abord sur mobile avant d'aller sur leur PC. Et puis après, ça dépend de vos budgets. Mais si vous partez de rien, avec, par exemple, 10 000 €, vous pouvez faire un joli site à 5 000 et 5 000 d'ads. Et vous verrez un petit peu plus tard pour le référencement naturel. Non pas que ça ne soit pas important, mais ça ne sera pas votre priorité pour commencer à avoir des clients et avoir des données et faire mieux par la suite. Et puis après, si vous avez des budgets qui sont un petit peu plus élevés, là, vous pouvez vraiment, je pense que c'est même indispensable, taper dans du web service. Ça dépend la taille que vous avez. Mais il faut commencer quelque part de toute façon. Plus vite vous irez vers le web service, plus vite vous aurez une augmentation de vos conversions. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs qui vont venir, vous allez gagner peut-être au départ 20-30% sans forcer. Juste en ayant des filtres à facettes, des web services, des tarifs qui remontent et tout ça. C'est un investissement, mais encore une fois, comme j'ai tendance à dire toujours, il n'y a pas de c'est trop cher, c'est pas cher et tout ça. C'est pas ce que ça vous coûte qui est important, c'est ce que ça vous rapporte au final. Si ça coûte cher mais qu'il y a des gros résultats, c'est toujours mieux que si ça coûte pas cher et qu'il y a zéro résultat. Voilà. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. Il vaut mieux que ça vous coûte un petit peu plus cher au départ, mais derrière que vous ayez des vrais résultats et que vous puissiez continuer à grossir, améliorer et tout ça. Et que ça allège aussi la charge mentale du gestionnaire de camping qui est déjà assez grosse. Qui est déjà assez grosse. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à déléguer. Il faut arriver à déléguer un maximum à des gens compétents et vous avez des meilleurs résultats et vous faites moins de nœuds au cerveau. Vous arrêtez de cogiter la nuit sur les sites des autres, tout ça. Comment faire
Ça marche. Pierre, merci pour ce podcast assez technique, mais qui est vraiment intéressant sur un peu quelques aspects marketing. On pourra creuser des choses un peu plus en profondeur sur d'autres sujets. Ouais, après, il y a des sujets qui mériteraient des podcasts entiers, hein, genre l'email marketing ou l'AdWords. On pourrait faire des podcasts on en refera, on en refera. Merci de ton intervention, Pierre, De et rien. puis on se dit à très vite. À très vite. Merci. Salut. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.